Alors, je ne sais pas si vous m'avez bien entendu avant. Je ne maîtrise pas ce support. Voilà. Donc, en tout cas, merci à tous d'être là aujourd'hui et bienvenue sur ce webinaire pour la facturation électronique. Je vous informe tout de suite que ce webinaire est enregistré et donc en y accédant, vous donnez votre accord pour la réutilisation ultérieure de ce support. Et d'ailleurs, on vous enverra le lien vers la rediffusion puisqu'il est enregistré. C'est un webinaire qui va durer au total environ 45 minutes en deux parties. Une première partie d'une trentaine de minutes plutôt de présentation du sujet qui nous amène tous ici aujourd'hui. Et ensuite, nous aurons 15 minutes pour répondre à vos questions. Alors, questions que vous pouvez déjà poser voilà, au fur et à mesure de la présentation dans la zone de chat. On va également créer de l'interaction avec vous via des sondages qui apparaîtront sur le côté de votre écran et auxquels on vous invitera à répondre au fur et à mesure. Donc avant de démarrer, moi je suis Sophie Félix, dirigeante de Synoxis et contrôleur de gestion. Synoxis est une entreprise de management de transition spécialisée en finance et nous sommes également organisme de formation certifié Calliope, ce qui vous permet de bénéficier d'un financement pour les formations que vous suivez avec nous. Je vous présente, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Romuald. Romuald est un spécialiste du pilotage de projet, puisqu'il a 25 années d'expérience en pilotage de projet, particulièrement dans des environnements réglementés et exigeants. Il a notamment travaillé chez Cegid et chez Serre France. Et Romuald il accompagne encore aujourd'hui de nombreuses entreprises dans leur préparation à l'e-facturation et au e-reporting. Et c'est à ce titre qu'aujourd'hui, il vient nous partager son expérience. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est que vous puissiez repartir avec des idées très claires sur la manière d'aborder le sujet sans équipe dédiée. Voilà. Écoute Romuald, je te laisse la parole et je vais partager mon écran de manière à ce que tout le monde puisse bénéficier du support que nous avons préparé. Merci Sophie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous compter parmi nous pour ce webinaire. L'objet du webinaire, c'est de vous parler bien sûr de la facture électronique. Je vous en parle déjà, je pense, depuis un moment. Mais l'enjeu, c'est pas de vous parler en fait de l'aspect réglementaire, l'aspect technique. C'est plutôt de vous parler de quelle manière en fait un projet comme celui-là peut être mené euh, dans une structure où peut-être vous n'avez pas de collaborateurs dédiés, vous n'avez pas forcément une équipe qui gère ce sujet-là, vous n'avez peut-être pas de partenaires qui vous accompagnent sur le sujet. En démarrant en fait ce webinaire, je voulais partager une anecdote avec un client que j'accompagne qui a, vous le voyez, hein, on est à 75 jours ouvrés de l'entrée en vigueur de la facturation électronique. Et il y a un client qui m'appelle, avec qui je travaille régulièrement, et qui me dit, ben voilà, il y a à peu près maintenant 3 mois, il me dit, un peu en panique, je ne sais pas comment prendre le sujet de la facturation électronique, je ne vois pas bien les enjeux, je ne maîtrise pas bien en fait ce qui va se passer en interaction avec mes clients et mes fournisseurs. Et on a commencé un peu, je dirais, une première réunion d'une heure ou 2 heures, un peu réunion de crise, où finalement on a posé les choses. On s'est dit, bah, OK, reprenons le sujet par le haut. Et en fait, toute cette démarche qui était la mienne en l'accompagnant, c'est finalement dans ce webinaire, c'est ce que je vous propose de partager, parce que j'imagine qu'autour de la table, peut-être vous avez soit un niveau d'avancement important ou pas, ou peut-être que la facturation électronique, il y a encore des zones d'ombre. Euh, Peut-être vous avez commencé, mais vous êtes un peu au milieu du gué et vous demandez finalement quelle doit être ma prochaine action sur ce joli projet de la facturation électronique. Et l'idée, c'est aussi de se dire, voilà, dans un environnement contraint, dans un planning contraint, parce que 1er septembre, c'est demain, c'est finalement, il y est toujours possible d'avancer, bien entendu, et on va vous expliquer de quelle manière on peut procéder. Comme le disait Sophie, c'est que à l'issue de ce webinaire, notre ambition, c'est que vous repartiez en vous disant à 14 heures, je sais par quoi je peux reprendre ou relancer ce sujet-là au sein de mon entreprise. Alors justement, je vous propose de démarrer par un petit sondage. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui? Quel est
votre niveau d'avancement par rapport à la facturation électronique. Alors, je ne sais pas si vous voyez les questions s'afficher à l'écran. Alors, à l'écran ou dans Oui, la... on Oui, les c'est voit bon? bien, ouais. Ouais, c'est bon. Voilà, donc êtes-vous prêt aujourd'hui pour la facturation électronique? Est-ce que oui, tout est prêt? Vous êtes déjà au taquet sur le sujet? Est-ce que vous avez encore des choses à mettre en place? Ou alors est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui mérite d'être avancé et vous n'êtes pas encore du tout prêt là-dessus? Donc, je pense que vous pouvez cliquer normalement sur les réponses. Alors, on a 8 réponses déjà qui sont arrivées. 62% des personnes disent qu'elles sont pas du tout prêtes encore pour la facturation électronique. 25% des personnes indiquent qu'elles ont encore des choses à mettre en place et 12% des répondants disent que oui, tout est prêt. Alors ça, c'est intéressant comme statistique parce que justement, il y a une enquête qui a été faite auprès des entreprises françaises. Je te laisse continuer, Romuald. Oui, merci déjà pour vos retours. Et effectivement, il y a un chiffre, moi, qui m'avait interpellé. Alors, il est frais du mois de mars, donc les choses ont peut-être un peu bougé depuis. C'est une étude d'OpinionWay qui a été réalisée par une plateforme agréée et qui nous délivre que finalement, il n'y avait au mois de mars que 7% des entreprises qui avaient totalement ou quasiment totalement fini la préparation à la réforme, donc fini sous-entendu qu'il y avait encore après les tests à faire avec l'APA dans le cadre du pilote, mais 7%, c'est quand même très peu. Euh, et souvent, ce qui ressortait de cette étude-là, c'est que beaucoup d'entreprises le vivaient comme quelque chose une simple formalité, une un sujet en fait réglementaire parmi tant d'autres et n'intégrait pas finalement la facture comme un flux qui à un moment donné va impacter beaucoup de choses. À la fois bien sûr l'émission de facture quand je preste, quand je vends quelque chose, donc forcément émission de facture, dit recouvrement, dit impact sur la trésorerie. Et on sait qu'aujourd'hui, dans un contexte économique où il y a beaucoup d'agilité, beaucoup de tourmente, la trésorerie, c'est un vrai sujet. Donc, il y avait ce chiffre-là qu'on voulait partager parce que, effectivement, derrière l'aspect réglementaire, il y a bien sûr aussi la dimension interaction avec les pouvoirs publics, hein, avec la DGFiP, au travers du PPF, qui va permettre finalement en temps réel d'avoir les transactions et de pouvoir élaborer rapidement des déclarations pré-remplies de TVA. Donc il y a ce sujet-là, mais il y a surtout après un intérêt effectivement d'être capable d'avoir un bon suivi des factures et puis un pilotage de la trésorerie. Et donc l'enjeu, évidemment, hein, 1er septembre, si on enlève le mois d'août, qui est souvent un mois ou en tous les cas 3 semaines sur l'été, il reste peu de temps pour se préparer correctement à la mise en place de la facturation électronique. Alors, le sujet de la facturation électronique, alors c'est un sujet, alors souvent on démarre parce que ce n'est pas. Alors souvent on me dit, bah oui, j'ai des clients qui me disent, bah non, non, il n'y a pas besoin, j'ai choisi ma plateforme. Super. Déjà, pas facile, bravo déjà pour ça, parce qu'il y a quand même aujourd'hui, je pense réellement entre 115 et 120 plateformes immatriculées, mais il y en a près 140 qui ont candidaté, donc pas facile de choisir avec des profils assez différents. Et puis l'APA n'est jamais, sans leur faire offense, n'est jamais que quelque chose qui transporte en fait. Et le vrai travail, l'endroit d'où ça part, c'est de chez vous, de vos systèmes d'information. Donc, déjà, c'est pas un sujet, c'est pas seulement une obligation réglementaire, c'est pas seulement le choix d'une PA, et c'est pas non plus seulement le choix d'une solution qu'on appelle compatible. Hein. Vous voyez parfois à certains endroits SC pour solution compatible, qui va être en lien avec votre PA. C'est vraiment un sujet de flux, c'est un sujet d'organisation, c'est un sujet de transport de factures à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et c'est finalement se dire en quoi ce sujet de la facturation a un impact sur mon organisation, sur mon fonctionnement, sur la manière dont j'appréhende la qualité des données, hein, parce que vous avez compris qu'à un moment donné, demain, pour qu'une facture arrive à destination, il faudra que l'adresse électronique soit correcte. Il faudra que les données nécessaires à la bonne circulation de la facture soient présentes dans la facture et qu'elles soient justes.
Donc, ça fait quand même beaucoup de conditions. Donc, ça touche aussi, en fait, à la qualité des données que vous pouvez, dont vous disposez dans vos entreprises. Et après, l'enjeu, c'est souvent la question, on me dit, ben oui, mais vous êtes gentil, projet, certes, c'est un projet d'organisation, un sujet transverse, etc., mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident quand on n'a pas forcément des personnes en interne qui ont les compétences pour traiter ce sujet-là. Je n'ai pas d'équipe dédiée, donc je fais comment? Euh, et je pense que d'abord, la première chose et sur laquelle on voulait insister, c'est le sens de cette réforme de la facturation électronique. Et l'intérêt, j'ai envie de dire, c'est comment je transforme cette obligation en opportunité au sein de l'entreprise. Et donc, je pense que la meilleure manière déjà d'entamer les travaux, c'est de le prendre comme ce que vous voyez, hein, ce qui est affiché, c'est-à-dire finalement un levier d'efficacité. C'est comment je vais faire moins d'erreurs pour avoir des règlements plus rapides, avoir une meilleure traçabilité. C'est aussi un projet transverse. Ça peut concerner la compta, bien sûr. Ça concerne la compta, mais ça va concerner possiblement la logistique. Ça va concerner possiblement vos fournisseurs, vos clients. Donc, il y a plein d'activités qui sont concernées. Et puis, c'est aussi une opportunité euh, d'automatiser vos process internes. Demain, tout ce qui se passe à l'extérieur de votre organisation va s'automatiser. Alors, avec effectivement, dans un premier temps, certainement, peut-être des choses qui ne fonctionneront pas. D'autres pays européens sont passés à la facture électronique. Tout n'a pas fonctionné tout de suite. Mais en tous les cas, l'enjeu, c'est qu'à l'extérieur, ça s'automatise. Et donc, nous, la proposition, c'est d'être prêt à ça et de profiter de l'opportunité pour aussi automatiser un maximum de choses en interne de votre organisation. Alors justement, Donc là, oui, si je t'en prie. c'est une telle opportunité, en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça bloque et qu'il y a finalement proportionnellement si peu d'entreprises qui sont déjà prêtes alors que c'est demain la facturation électronique? Oui. Alors certains, avec un peu de taquinerie, diront que les Français sont un peu aiment procrastiner. Plus sérieusement, en fait, les vrais sujets qui sont aujourd'hui, pourquoi ça bloque, c'est que le tissu économique français, c'est quand même principalement des entreprises de petite taille ou de taille intermédiaire. Et donc, aujourd'hui, les entreprises, la majeure partie, gèrent l'urgence. Euh, et gérer l'urgence, ce n'est pas forcément l'important, mais en tous les cas, il y a un vrai sujet de temps où on se dit on va réaliser en fait ce projet-là et finalement, il peut manquer un peu de temps, il peut manquer de priorisation et on peut imaginer que parfois il y a des choses qui paraissent plus urgentes, mais qui parfois sont moins importantes. Donc il y a vraiment le sujet du temps. Ça, quoi qu'on en dise, c'est un vrai frein. Le deuxième, c'est on est dans quelque chose qui est nouveau. Il y a beaucoup de peur de l'erreur. C'est de se dire à un moment donné, alors je peux avoir peur déjà d'être sanctionné si je n'ai vraiment pas bougé début septembre. Hein. Ce que dit la DGFiP aujourd'hui, c'est qu'ils ont plutôt un discours de responsabilité et qu'une entreprise qui n'aurait vraiment pas avancé dans ses démarches serait sanctionnée rapidement. En revanche, des entreprises qui auraient beaucoup avancé et qui auraient encore des petites choses à ajuster, il y aurait une tolérance. Donc il y a la peur de l'erreur et puis aussi, c'est de se dire à un moment donné, c'est nouveau, donc je ne sais pas comment le prendre. Donc il y a vraiment cette sensation de quand on a un peu peur, on a parfois tendance à ne pas bouger, à attendre que les choses avancent, mais généralement les choses n'avancent pas seules. L'autre point qui est souvent le cas, c'est moi on me dit oui mais attendez vous êtes gentil mais moi j'ai personne pour s'occuper d'un sujet. C'est un sujet complémentaire, c'est un coût supplémentaire pour mon organisation. Moi j'ai pas la personne ou les personnes adaptées. En tout cas je les ai pas identifiées. Donc j'ai pas d'équipe dédiée, donc je peux pas avancer. L'autre point c'est la culture du suivi, du pilotage. Quand on parle de projet de transformation, quand on parle d'évolution réglementaire, à un moment donné, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, et tout ça, ça se pilote. Piloter, c'est des réflexes qu'on n'a pas forcément, parce que dans l'urgence du quotidien, ce n'est pas des choses que l'on fait. Donc, il y a quand même une matérialisation et un suivi structuré à avoir. Et puis, il y a aussi un côté budgétaire. Je parlais tout à l'heure de trésorerie dans la conformité à la réglementation. Puis il y a tout simplement, c'est de se dire, je dois dégager du temps homme, femme. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est du temps qui ne sera pas utilisé, je dirais, au business d'habitude. Et puis possiblement aussi, je vais faire
appel à des spécialistes, des gens qui vont pouvoir m'aider ponctuellement. Donc, il y a aussi cette notion de budget qui sont en réalité des freins majeurs qui aujourd'hui qui posent problématique aux dirigeants. Et le dirigeant, bah, face à ça, bah, notre conviction, c'est qu'il a un rôle évidemment clé, mais il ne doit pas tout faire, mais il a un rôle qui est extrêmement structurant et important. Alors justement, si on fait un petit point parmi l'audience aujourd'hui, quelles sont les personnes qui ont déjà désigné un pilote pour ce projet dans leur entreprise et celles qui ne l'ont pas? Donc vous allez avoir une nouvelle question qui va s'afficher à l'écran. Voilà, qui parmi vous a déjà désigné un pilote? Alors parfois c'est côté DSI, parfois c'est côté finance. C'est un sujet qu'on voit souvent basculer de l'un à l'autre côté selon comment on l'aborde. Parfois des équipes mixtes. Ah, je l'ai pas envoyé, je crois. Attendez. Ah non. Est-ce que le sondage s'affiche bien à l'écran? Oui, ok, Euh, merci. J'ai toujours un doute. Voilà, alors les réponses arrivent. Donc majoritairement, pour les 2 tiers d'entre vous, bah, vous gérez le projet tout seul en fait, hein. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on avait constaté aussi, Romuald, dans la préparation. Et puis après, pour le tiers restant, c'est moitié-moitié, côté finance ou une équipe mixte DSI finance. ben merci en tous les cas pour ces retours. Et souvent, en tous les cas, moi, dans les accompagnements que je peux réaliser, il y a il y a parfois 2 choses. J'ai des dirigeants qui veulent absolument tout maîtriser, tout comprendre, faire seuls, en se disant: «De toute façon, c'est à moi de donner la direction» et souvent, heu, ce que je leur dis, c'est que, la force d'un dirigeant, c'est d'être bien accompagné. Bien sûr, il a besoin de comprendre le sens. Bien sûr, il a besoin de donner le cap. C'est en ça où on aimait bien cette idée du capitaine qui, à un moment donné, s'il est en train de ramer, il a beaucoup de mal en fait à avoir de la visibilité devant lui. Donc, il a ce rôle euh, d'ouvreur de route et puis de sens à donner. Euh, Finalement, ce qu'il a besoin de faire pour nous, c'est de se poser des questions évidentes. C'est qui doit porter le sujet en interne? Quels sont les flux concernés? Quels sont les interlocuteurs qui sont impliqués? Et puis aussi euh, d'être capable en fait de fixer un début et une fin, un vrai planning. Euh, c'est d'être capable de, voilà, de suivre des jalons et puis en amont d'arbitrer sur un certain nombre de décisions. Il y a peut-être des choses qui peuvent se faire de suite, des choses qui seront faites un peu plus tard, mais son rôle, il est véritablement de dire à un moment donné, on fixe le cadre, voilà ce qu'est cette réforme, voilà ce que ça impacte pour nous, s'assurer qu'à un moment donné, il y aura un pilote, il y aura vraiment quelqu'un qui quotidiennement pourra suivre les travaux. Et lui, en fait, a vraiment ce rôle à un moment donné, d'arbitre, de responsabiliser ses équipes pour dire à un moment, voilà, quelles sont les choses qui sont à creuser, quels sont et finalement les pièges à éviter. Et le principal piège pour un dirigeant, c'est souvent d'imaginer qu'il doit tout comprendre, tout maîtriser, et là, quand on est dans ce cas de figure-là, le travail pour moi important, c'est un, savoir déléguer et surtout aussi savoir arbitrer. Alors attendez, j'arrive. Alors comment est-ce qu'on peut se faire aider justement pour avancer sur ce projet? Alors comment on peut se faire aider? Mais c'est souvent quand on est un peu dans la tourmente ou quand c'est un peu difficile, le bon réflexe, c'est de cadrer les choses. C'est de se dire à un moment, OK, il y en a un peu de partout, j'entends beaucoup de choses. Euh, Et la première chose, le premier travail qui est à mener, qui fonctionne très bien et qui est transverse, c'est je cadre en fait le projet. C'est-à-dire que je définis un périmètre, des objectifs, euh, je fixe des premières échéances. Alors là, il y a des échéances qui s'appliquent naturellement aux entreprises à partir du 1er septembre et jusqu'au 1er septembre 2027, hein, parce que vous savez que la première obligation pour les TPE, PME, c'est d'abord d'être capable de recevoir les factures euh, électricité, énergie, etc. Et puis après, d'être capable d'émettre. Alors certains ont déjà fait le choix de se dire, bah, à partir du moment où j'ai un outil pour
pour recevoir, je vais aussi tester l'émission. Donc il y a ce côté, on ne part pas dans tous les sens, surtout pas. En fait, cadrer, c'est pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et parfois, il peut y avoir de la bonne volonté à droite et à gauche, mais c'est vraiment important de cadrer. Ensuite, ça va être d'identifier les priorités. Finalement, c'est de se dire, tout n'est pas à mettre sur le même pan. Et ça peut être typiquement d'évaluer le nombre de factures sur certaines natures de flux, le montant de ces factures. En fait, essayer de fonctionner par enjeu en se disant, bah, si j'avais une priorité à donner et comme je n'ai pas l'opportunité de tout traiter, je vais prioriser. Ce qui ne veut pas dire que je vais écarter des sujets, mais en tous les cas, certains, je vais les décaler un peu dans le temps. Donc ça, c'est la deuxième étape qui est extrêmement importante. Après, c'est pour ceux qui font un peu de projet, on parle du RACI. Le RACI, c'est une manière d'affecter en fait les tâches à différentes personnes. Ben là, c'est ça. C'est tout simplement de se dire, s'il y a 4-5 sujets, c'est à qui je les affecte, comment je les affecte, quels sont les sujets que je prends directement, quels sont les sujets qui vont nécessiter une participation plus collective. Mais en tous les cas, le meilleur moyen d'avancer sur un sujet, c'est quand même, ça peut paraître un peu trivial ce que je veux dire là, mais c'est d'affecter quelqu'un, un pilote, quelqu'un qui va se responsabiliser sur le sujet. Après, évidence, mais je rencontre beaucoup de clients qui, quand je leur pose la question, vous avez su répondre, mais parfois, je ne sais pas exactement où j'en suis. Je ne sais pas si je suis à 50%, 80%, je ne sais pas. Souvent, ce qu'on est capable de dire, oui, j'ai une adresse électronique, ok, j'ai choisi une PA, ok. Mais après, est-ce que j'ai identifié les flux? Est-ce que mon outil est compatible? Est-ce que je vais devoir faire des choses manuellement entre ma PA et mon outil de gestion? Enfin, toutes ces questions-là, souvent, il n'y a pas la réponse et c'est compliqué pour quelqu'un de répondre en disant, voilà, j'en suis où? Donc ça, c'est d'avoir en fait une solution, un outil qui va vous permettre de dire à fréquence régulière, voilà où j'en suis, voilà où j'avance, voilà où je suis possiblement en retard. Et puis, la force là et la vraie responsabilité d'un dirigeant, c'est d'arbitrer. À un moment donné, d'être capable de dire, voilà, il y a des choses qu'on va différer, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger parce qu'on a des relations importantes avec un fournisseur. Si demain, je ne suis pas capable d'intégrer sa facture, je risque de mettre en péril ma relation. Je suis trop dépendant de cette relation, je ne prends pas ce risque-là. Donc, ce fournisseur-là, je vais le traiter en premier lieu. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais en tous les cas, c'est par le business, souvent, par l'activité, qu'on fait des arbitrages et qu'on est le plus pertinent sur ce sujet. Et ça, quand on applique cette méthode-là, même quand on est dans l'urgence, on va être vraiment dans quelque chose de très agile et on est capable, sur un temps de 2 à 3 mois, c'est ce qui nous sépare de la mise en place de la facturation électronique, d'adresser le sujet avec une forme de sérénité. Parfois, plus ou moins, ça peut tanguer parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter, mais en tous les cas, quelque chose qui est sous contrôle. Et ça, c'est important d'insister sur ce point. C'est simple, c'est structuré et ça, c'est complètement adapté à vos contraintes. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà essayé effectivement de structurer un projet comme ça et qui ont expérimenté des choses qui ont marché, qui ont peut-être moins bien fonctionné. N'hésitez pas à partager à travers un message dans le chat. On essaiera de tous les prendre après pour pouvoir effectivement rebondir dessus et compléter. C'est vrai que piloter un projet comme ça, c'est pas simple et souvent, enfin, c'est toujours en fait, il y a un moment où on se demande mais par où commencer? Exactement. Eh bien, par où commencer alors, Romuald? Alors, par où commencer? Alors là, on a listé, il pourrait y en avoir bien d'autres, hein, on pourrait en partager un long moment. Là, on a essayé d'identifier en fait les choses, vraiment les dénominateurs communs dans, dans ce projet qui a cette singularité d'être porté donc, par une évolution réglementaire, porté par une normalisation des échanges de factures à l'extérieur des entreprises, ce qui peut être différent d'un projet qui est vraiment interne à une entreprise et qui a peu d'impact, entre guillemets, en dehors de son business plan, mais qui a peu d'impact, en fait, pour l'extérieur. Ce qui marche bien, les clés de succès et par où commencer, c'est définir, nommer un pilote. Ça peut être plusieurs pilotes, ça peut être un duo, ça peut être un trio. Mais en tous les cas, c'est d'identifier des personnes qui vont être euh, un peu les éclaireurs, qui vont être aussi capables de prendre connaissance de l'évolution de la réglementation, enfin, qui vont finalement se charger de ce sujet-là. Euh, et c'est mieux quand c'est pas le dirigeant. Ça peut être un binôme avec quelqu'un de confiance, mais voilà, premier sujet, c'est celui-là.
Le deuxième sujet qui permet de donner du sens et d'embarquer les équipes, c'est d'identifier clairement quels sont les flux concernés. Vous entendrez certains qui vous disent, bah oui, ben moi, en fonction de la nature de mes flux, j'ai choisi tel PA en émission, et puis je choisis une autre plateforme en réception. J'ai envie de dire, tous les cas sont possibles. L'important, c'est que vous ayez une bonne connaissance des flux, c'est de vous dire à un moment donné, je choisis une solution qui va éviter les accros dans la vie de ma facture. Et en fait, en fonction de la nature de l'activité qu'on a, si vous avez un peu de logistique, ça va être du stockage, enfin, toute activité a ses singularités. Donc, c'est vraiment important d'identifier quand il faudra après arbitrer sur des priorités. C'est très important d'identifier les flux et valoriser ces flux. Euh, Ensuite, c'est qui peut m'aider, qui peut intervenir, qui a de la valeur sur ce projet. En interne déjà, et quoi qu'on en dise, parfois on dit ben non, je ne vois pas qui. Ben, il y a forcément des personnes parce que il y a peu de personnes dans une organisation qui, à un moment donné, ne touchent pas une facture. Ça peut être pour donner un pouvoir, une délégation, ça peut être pour valider un contrat, ça peut être. Il y a plein d'acteurs qui, aujourd'hui, à un moment donné, ont une facture entre les mains. Donc, c'est de se dire, bah, dans ces personnes-là, est-ce qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui ont une vision un peu plus transverse et qui seraient intéressantes d'embarquer dans le projet. Et puis, l'enjeu majeur aussi, c'est de naturellement je le dis depuis le démarrage, mais c'est fixer un planning et j'ai envie de dire, pour être un peu taquin avec les équipes financières, c'est comme un budget, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément la vérité immédiatement, mais de fixer un cadre, de fixer en fait un planning, ça aide à mobiliser les équipes, ça aide à se positionner dans son avancement. Ça peut être retravaillé, mais en tous les cas, un projet ne réussit pas si dans un premier temps, il n'y a pas la fixation d'un premier planning. Alors, je regarde un peu le timing hein, pour pas être trop long, mais j'ai pas mal d'exemples et où effectivement on a démarré par ça. Et c'est vrai que c'est une manière de prendre des décisions et de se mettre en mouvement. Et souvent, décompose le terme de projet dans une entreprise, de transformation. On entend parler de méthodes sur des termes qu'on maîtrise plus ou moins, la méthode Scrum, la méthode Agile, les cycles en V, etc. Ça paraît tout de suite assez complexe. Est-ce qu'on peut démystifier ça un petit peu, peut-être, Romuald, s'il te plaît? Oui, avec plaisir, parce que alors certains, quand ils vous parlent de ces sujets-là, c'est très compliqué à les comprendre parce qu'on parle de Scrum Master, on parle de Kanban, on parle de solutions sans forcément vous donner les fonctionnalités. Moi, le pari que je voulais partager avec vous, c'est un peu une forme de bonus parce que c'est un outil qui est utilisé et que je préconise en utilisation auprès des clients que j'accompagne. C'est cette méthode itérative collaborative. C'est un exemple d'un outil qui fonctionne très bien et qui en plus est un outil gratuit qui s'appelle Jira. Jira, c'est un outil en fait sur lequel vous êtes en capacité de finalement de dresser une to-do list, une liste de courses par rapport à je dois être prêt à émettre et je dois être prêt à recevoir des factures électroniques. Ben, vous allez avoir la capacité finalement de décomposer en grandes tâches et de vous dire bah tiens, cette grande tâche, comment je la découpe en en liste de to-do, en fait. C'est vraiment des choses que je dois cocher pour être prêt. Et ça, ce qui est intéressant dans ces outils-là, c'est qu'on a quelque chose qui est matérialisé, qui est très visuel, qui est facile à appréhender. Aujourd'hui, il existe plein de tutos sur le net qui vous permettent de comprendre comment ça fonctionne. Et ça permet surtout de voir la progression. C'est-à-dire que visuellement, vous êtes capable de dire, bah, je ne sais pas, moi, sur une to-do list. Alors, certains parlent de backlog. Backlog, c'est un peu le terme un peu technique. Mais de to-do list, si vous avez, je sais pas, 50 actions à mener, vous allez être capable de vous dire, bah, tiens, 50 n'ont pas démarré. Et après, une semaine après, ben, j'en ai 30 qui ont démarré. J'en ai peut-être une ou deux qui sont terminées. Donc, il y a cette notion de pas démarrer en progrès, in progress, en évolution en cours, et puis à finaliser. Et ça, on est sur de l'agilité et je trouve que ça répond vraiment très bien à la taille des entreprises. Quand on est une entreprise de petite taille ou de taille intermédiaire, c'est vraiment très adapté. Et ça permet de faire des itérations rapides. C'est ce qu'on appelle les sprints. En fait, derrière sprint, moi je prends souvent l'image de l'athlétisme. Là, ce qu'on vous invite à faire, ce n'est pas un marathon, c'est vraiment de vous dire, bah voilà, j'ai 400 mètres à courir ou un 100 mètres. Et en fait, je vais tout donner sur une semaine, 2 semaines. Je vais donner beaucoup, je vais développer pas mal de choses et je vais avancer pour après rattaquer autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose d'itératif et qui fonctionne très bien. Et les avantages, on vous les a remis en fait hein, sur le support. Hein. C'est cette notion de c'est visible pour tous, c'est transparent, c'est collaboratif, on peut se connecter. Je
crois que c'est jusqu'à 10, c'est gratuit. Et après, il y a un petit coût à l'abonnement. Vous êtes capable de prioriser. Euh, on peut identifier les personnes qui sont en charge du sujet. Et puis, c'est surtout que c'est extrêmement traçable parce que toute intervention sur la solution est tracée et on peut savoir à quel moment, comment les choses ont évolué et à quel moment des arbitrages ont été nécessaires. Donc ça, je vous recommande vivement. Alors ça peut être Jira, ça peut être Trello, il y a d'autres outils, mais en tous les cas, ils ont fait un vrai travail de simplification pour justement vous aider et aider des personnes qui ne sont pas forcément chefs de projet nativement et qui vont pouvoir utiliser ça assez facilement au sein de leurs organisations. Alors aujourd'hui, on est quand même à J-75 avant la bascule effectivement vers la facturation électronique. Comment est-ce qu'on peut savoir, Romuald, si on est en avance, en retard, de quoi on a besoin, voilà, enfin concrètement, comment se benchmarker et savoir où poser les prochaines pierres? Et souvent, moi, j'ai coutume de dire, il y a ces petits signaux, alors signaux faibles ou pas, mais en tous les cas, les vrais alerteurs, c'est quoi? On en a listé là quelques-uns, mais il y en a certainement plus. La première chose, c'est à un moment donné, c'est de se poser à un moment donné et de faire un rétropédalage en se disant, ben voilà, ça fait 5, 6 mois, 8 mois qu'on parle du sujet, qu'on a lancé des actions, ça ne bouge pas, le sujet avance lentement. Ça, c'est un premier alerteur, ça veut dire que soit le sujet n'est pas correctement affecté, enfin, il y a des sujets d'affectation et des sujets de temps peut-être, de budget pour pouvoir le réaliser, mais en tous les cas, il y a là, en fait, entre guillemets, le premier réflexe, c'est de s'arrêter, de se dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça met trop de temps. Euh, des réunions d'arbitrage où pas de décision, parce que des visions différentes, parce que des niveaux de compréhension qui ne sont pas les bonnes, parce qu'on vous demande, vous dirigeants, à un moment donné, d'arbitrer face à des situations qui ne sont pas suffisamment documentées pour le faire en sérénité. Donc ça, c'est ce que je vais appeler du désalignement des principaux protagonistes du sujet en interne. Euh, c'est après le côté parfois où on émet plein d'hypothèses et on demande aux dirigeants d'arbitrer, de trancher. Et encore une fois, ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est à un moment donné d'arbitrer sur des choses saillantes, mais il a besoin d'avoir des personnes qui vont être capables de faire un filtre auparavant. Donc ça, c'est un autre élément que je rencontre assez souvent. Euh, Souvent, moi je dis souvent, il y a peu de mauvaise volonté, mais il y a souvent des sujets un terme qu'on entend régulièrement auprès des équipes, c'est la bande passante. Je n'ai pas la bande passante, je voudrais bien me poser là-dessus. On m'a demandé d'autres sujets, des choses plus urgentes, peut-être moins importantes, mais plus urgentes, donc je ne traite pas le sujet. Ça peut être aussi des décisions qui sont repoussées. Euh, Ça peut être des choix qui ne sont pas documentés. Je pense à des choix de plateforme, par exemple, parce que certaines plateformes ont été plutôt actives pour recueillir un maximum de mandats auprès des clients, mais ce n'était peut-être pas, entre guillemets, la plateforme adaptée à l'activité. En tous les cas, pas la plateforme qui répond à tous les besoins, tous vos besoins. Donc voilà, donc en fait, il y a souvent, c'est moi ce que j'appelle les cailloux dans la chaussure, et quand on démarre un accompagnement, on est vraiment sur ces premières questions-là. C'est est-ce que ça, vous rencontrez ça? Quelles sont ces situations qui vous posent problème aujourd'hui? Et là, on a voulu lister quelques-unes de ces problématiques, de ces alerteurs. Et donc une fois qu'on a identifié les signaux d'alerte, comment est-ce qu'on peut au mieux passer à l'action pour les résoudre justement? Alors les alerteurs, ça permet d'arriver à finalement à nous ce qu'on appelle avec Sophie notre boussole. Une boussole assez simple en fait. Euh, Vous avez, ça se présente sous forme graphique et vous avez deux axes. Un premier axe euh, et ça répond en fait à un besoin enfin ça répond à la réussite d'un projet. C'est en ordonnée quelles sont les ressources disponibles. Donc, vous l'aurez compris, hein, plus je vais vers le bas, moins j'ai de ressources et en haut j'en ai plus. Et après, il y a la notion d'avancement, de maturité, où j'en suis en fait sur le projet. Et on pourrait y mettre aussi depuis quand. C'est-à-dire que si j'ai avancé à 60%, mais j'y suis depuis 2 ans, ça peut être problématique, alors que si j'ai avancé que de 30% et que je m'y suis mis il y a 3 semaines, c'est OK. Mais en tous les cas, il y a cette notion d'avancement. Et ce qu'on voulait matérialiser, c'est que, déjà, félicitations à ceux qui sont dans le vert, parce que si vous êtes suffisamment avancé, que vous avez les ressources qui sont correctement affectées et que vous pilotez ce projet avec sérénité, bravo à vous, parce que c'est un joli projet et c'est pas si simple que ça. Euh,
Et si je fais l'opposé, finalement, c'est là où il y a un vrai intérêt quand on n'a pas d'équipe dédiée, parce que si on a peu de ressources dispo, alors soit ils sont disponibles sur autre chose, dans tous les cas, ils ne sont pas dédiés en fait à ce projet. Et puis en plus, le sujet n'a pas avancé, et là on se dit, bah, ça fait sens de déléguer le pilotage du projet, en tous les cas de se faire accompagner. Et puis après, vous pouvez avoir des solutions intermédiaires. C'est finalement, j'ai pas mal avancé, mais pour autant, j'ai du mal en fait à quand même mobiliser les équipes parce qu'elles sont prises sur autre chose. Bah là, la réponse, ça peut être un soutien opérationnel ponctuel d'un manager de transition, d'un chef de projet, enfin quelqu'un qui va venir faire à la place d'eux. Et puis à l'inverse, l'autre opposé, c'est je vais avoir, là pour le coup, j'ai des ressources à mobiliser, mais je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas comment l'ordonnancer, je ne sais pas comment le cadrer. Et là, c'est pareil, ça peut être intéressant à un moment donné d'avoir cette démarche de structuration du projet en définissant finalement une roadmap, une feuille de route avec les étapes importantes à traiter pour être en réussite. Donc, c'est une manière pour nous de vous donner en fait quelques clés euh, et puis aussi de vous inviter en fait à vous positionner finalement aussi par rapport à cette boussole. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi en scannant le QR code qui est à droite du schéma et qui vous permettra d'arriver sur un test d'auto-positionnement avec les premières recommandations d'action, des premières recommandations d'action, oui, pardon. Voilà, pour vous aider à savoir où vous en êtes par rapport à ce projet de la facturation électronique. Si on fait un tour de table virtuel, je vous invite à répondre à notre troisième question, justement pour savoir dans quel cadre vous pensez vous situer par rapport à aujourd'hui. Donc le cadre vert, c'est quand vous gérez seul. Ensuite, vous avez peut-être besoin d'étoffer l'équipe avec un soutien opérationnel pour l'exécution du projet, ou bien plutôt d'un coaching personnalisé pour la conduite du projet si vous avez des ressources disponibles. Ou alors vous êtes en situation d'urgence absolue et là, il vous faut à la fois déléguer et le pilotage du projet et son exécution. Donc, je vous laisse répondre à la question. Alors pour l'instant, c'est moitié-moitié. La moitié des personnes gèrent seules, l'autre moitié souhaiterait un coaching personnalisé. Donc vous avez des ressources disponibles. Mais en revanche, vous aimeriez bien quelqu'un qui vous aide à structurer les étapes pour être sûr que ça se passe dans le bon ordre, sans, et en évitant les pertes de temps, hein. Finalement, c'est ça l'idée du coaching aussi, c'est d'être efficient. Pardon? Non? Alors, je vous invite à couper votre micro. Je ne sais pas. Voilà, merci. Merci. Donc, on a une majorité de personnes maintenant qui souhaiteraient effectivement un coaching pour la conduite du projet. Voilà, le QR code est à l'écran. Vous pourrez de toute manière, le questionnaire est en ligne sur notre site internet. Vous pourrez prendre le temps d'y répondre et d'avoir les premiers éléments de conseil ensuite. Alors effectivement, nous chez Synoxis, on propose une formule d'accompagnement en mode coaching sur le projet. Le principe, c'est exactement celui-là, en fait, c'est de vous proposer l'accompagnement d'un spécialiste, en l'occurrence Romuald, puisque 25 ans, 25 années d'expérience, ça compte, qui vous accompagne pour un nombre d'étapes qui est défini au préalable, donc quelque chose de très structuré, avec des points réguliers en visio, ce qui permet aussi parfois de ne pas être directement sur place, mais d'avancer quand même dans la structuration du projet. C'est un accompagnement qu'on veut pragmatique. Chaque rendez-vous se déroule en 4 étapes. Il y a une validation de ce qui a été réalisé depuis le point précédent, la détermination des objectifs à atteindre jusqu'au point suivant, la désignation d'un responsable et un compte-rendu détaillé pour le suivi. L'idée, c'est vraiment d'éviter les pertes de temps grâce à cet accompagnement pro, de se dire, ben voilà, c'est quelqu'un qui fait du pilotage de projet au quotidien et moi, chef d'entreprise, dont c'est pas le quotidien, mais en fait, je vais être accompagnée là-dessus et je suis sûre de pas me diluer un peu en route ou me perdre en route ou de partir dans des fausses options qui vont me faire perdre du temps. Un temps qu'on a souvent, enfin qu'on a justement plutôt rarement quand on est en entreprise. Et dernière caractéristique de la formule coaching projet chez Synoxis, c'est que c'est un format accessible, puisqu'on s'engage au préalable sur un nombre de points d'étape qui est fixe, ce qui nous permet de fixer un cadre budgétaire déterminé à partir de 3 000 € hors taxe pour les projets les plus simples à accompagner. Donc c'est un cadre budgétaire qui est accessible même quand on n'est pas une grosse multinationale. Et le vrai intérêt de cet accompagnement, c'est que
Ce coaching, c'est une autre réponse à j'ai besoin de quelqu'un pour faire. C'est quelqu'un finalement qui va vous permettre aussi de structurer, qui va vous permettre d'éviter. Alors les erreurs, on en fait toujours et c'est ça qui nous fait avancer, mais en tous les cas, qui va permettre de verrouiller un certain nombre de sujets. Et c'est en ça où, avec un début, une fin, des étapes structurées, un planning partagé à l'avance, donc on part dans quelque chose de co-construit avec vous. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au terme de la présentation. On a un petit peu débordé sur l'horaire. Néanmoins, il nous reste quelques minutes pour les questions-réponses. Donc, avant tout, merci Romuald pour ces éléments d'explication qui, je l'espère, ont un peu démystifié le projet de la facturation électronique et surtout vous ont donné envie de franchir le premier pas, puisqu'encore une fois, je le répète, il ne reste plus que 75 jours avant le jour de la bascule. Euh, donc, si vous avez des questions ou des éléments que vous souhaitez partager, écoutez, n'hésitez pas à le faire. On va prendre encore quelques minutes ensemble. Je regarde si les questions sont arrivées dans le support dédié à ce sujet. Bon, écoutez, je vois pas de questions complémentaires arriver. Je ne sais pas si Romuald, il y avait un dernier élément que tu souhaitais nous partager avant qu'on se quitte. Ben, c'est souvent une des difficultés qu'on a partagées là et sur lesquelles on peut insister, c'est aussi l'accompagnement des équipes euh, parce que les équipes ne voient pas toujours le sens ou l'importance des éléments. Donc, ce qui repose aussi sur le succès d'un accompagnement, c'est à un moment donné d'avoir cette transparence, alors toute relative, mais en tous les cas auprès des personnes qui vont participer au projet pour qu'elles comprennent en fait les enjeux. Euh, et souvent, quand on parle de sujets réglementaires comme la facture électronique, on se dit il faut être conforme. Oui, il y a la conformité bien évidemment, mais en amont, il y a d'autres choses qui se jouent. Donc il y a une vraie importance à bien communiquer à la fois en interne et puis en fonction de l'activité que vous avez. Moi, je sais que je suis amené aussi à accompagner quelques clients qui sont des dirigeants de cabinets d'expertise comptable. Il y a aussi l'explication que vous pouvez avoir auprès de vos clients. Et là, pour le coup, un expert comptable a un rôle important dans ce cadre-là. Donc, c'est le sens. C'est vraiment à quoi ça sert. C'est comprendre pourquoi c'est fait. Et quand on comprend pourquoi les choses sont faites, après, c'est beaucoup plus facile de se mettre en mouvement. Donc, c'est voilà, ce point-là sur lequel peut-être je n'avais pas forcément insisté, mais c'est un élément qui, pour moi, est une vraie clé de succès. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à Romuald pour son intervention. Merci à tous d'être venus assister à ce webinaire. On vous enverra des éléments euh, complémentaires par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui par mail dans les prochains jours. On vous souhaite une bonne fin de journée et rendez-vous pour notre prochain webinaire qui sera un webinaire plus technique au mois de juin qui sera sur Power Query. Vous avez toutes les informations sur notre page LinkedIn. Merci à tous et bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Merci Sophie, merci à tous.